Quand on regarde la carte politique de l'Europe aujourd'hui, il y a un truc qui saute aux yeux. Mais où sont passés les grands partis de gauche? C'est fou de se dire qu'en à peine 30 ans, une force politique qui a quand même façonné le XXe siècle s'est, effondrée. C'est un peu l'histoire de cette disparition qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. Comment est-ce possible? Une force politique aussi puissante qui portait la voix de millions de travailleurs, comment a-t-elle pu perdre son influence à ce point? On ne parle pas juste d'une défaite électorale, là. C'est bien plus profond, c'est un véritable effacement. Et attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, pas du tout. C'est plutôt une sorte d'érosion, lente, progressive, sur plus de 30 ans. Et pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter le fil, trouver le moment exact où tout a basculé. Alors, on a souvent cherché des coupables, la mondialisation, la fin de la guerre froide. Mais voilà, deux économistes italiens, Aldo Barba et Massimo Pivetti, proposent une toute autre lecture. Et leur thèse, elle est, disons, provocatrice. Pour eux, le principal responsable de la chute de la gauche, c'est la gauche elle-même. C'est presque ironique, non? Alors, creusons un peu cette idée, parce qu'elle est assez surprenante. Ce que nous disent les auteurs, en gros, c'est que la gauche n'a pas subi l'histoire. Elle n'a pas été une victime passive de la mondialisation ou d'autres grandes forces. Non, au contraire, elle aurait elle-même, et de façon totalement consciente, organisé son propre effacement de la scène économique. Ce qui est vraiment au cœur de leur argument, c'est cette notion de choix. Ce n'était pas une fatalité. Les auteurs parlent d'un vrai virage idéologique, un virage délibéré. La gauche aurait consciemment tourné le dos à la défense des travailleurs pour se jeter à corps perdu dans une nouvelle cause, la fameuse modernité. Et pour étayer leur thèse, les auteurs pointent un moment très précis. Un lieu, une date. Pour eux, tout a basculé en France, en mars 1983. C'est là, disent-ils, que ce grand renoncement a été pensé, puis mis en œuvre pour la toute première fois. Cette chronologie, c'est un peu un drame politique en 3 actes. D'abord, mai 81, c'est l'euphorie. Mitterrand est élu, il lance un programme de rupture, dénationalisation, des dépenses sociales, bref, ça fait rêver toute la gauche en Europe. Sauf que le rêve va être de courte durée. Dès 1982, les problèmes économiques arrivent et on a une première inflexion, un premier serrage de vis. Et puis arrive le moment clé, le point de non-retour, mars 1983. À ce moment-là, le gouvernement socialiste est vraiment au pied du mur. Il est à la croisée des chemins. C'est un de ces instants assez rares en politique où une seule décision peut vraiment changer le cours de l'histoire pour des décennies. Et là, il y a 2 options sur la table, 2 voies radicalement opposées. Et voilà, ce tableau résume parfaitement la bataille idéologique qui fait rage au sommet de l'État. D'un côté, on a ce qu'on a appelé l'autre politique, portée par Jean-Pierre Chevènement. L'idée, c'est on protège notre économie, notre industrie, quitte à sortir du système monétaire européen pour ça. Et de l'autre côté, il y a la politique moderne de Jacques Delors qui dit non, l'avenir, c'est l'Europe, il faut rester, accepter la rigueur et s'adapter au marché. Bon, la suite, on la connaît. C'est la vision de Jacques Delors qui l'emporte. Mitterrand tranche, et ce sera le fameux tournant de la rigueur. Pour les auteurs du livre, c'est un moment fondateur. C'est l'acte de naissance, en quelque sorte, de la nouvelle gauche européenne. Une gauche qui, désormais, joue selon les règles du marché. Alors attention, ce choix français, c'est tout sauf une anecdote. En fait, il va devenir un véritable modèle, une sorte de mode d'emploi que les autres partis de gauche en Europe vont suivre à la lettre. Alors, regardons concrètement comment cette nouvelle idéologie s'est traduite en politique économique partout sur le continent. Ces 4 points, c'est un peu le nouveau kit de la gauche au pouvoir. Premièrement, on lève le contrôle des capitaux. Résultat, les entreprises peuvent menacer de délocaliser, ce qui met une pression énorme sur les salariés. Deuxièmement, on s'ouvre au libre-échange radical. Là, on met les travailleurs européens en concurrence directe avec le reste du monde. Troisièmement, on dérégule le marché du travail au nom de la flexibilité. En clair, on détricote des protections sociales historiques. Et enfin, quatrièmement, on l'affaiblit l'État avec des privatisations et la décentralisation, ce qui réduit sa capacité à piloter l'économie. Mais alors pourquoi? Pourquoi un tel virage à 180 degrés? En fait, ce n'est pas juste une question de recettes économiques, c'est le signe d'un changement bien plus profond, un changement idéologique. Pour le dire simplement, la gauche a changé de combat. Et voilà la liste de ce qui a été abandonné, sacrifié sur l'autel de cette nouvelle modernité. L'objectif du plein emploi? Oublié. La lutte des classes et la redistribution des richesses, mise de côté. La souveraineté nationale, le rôle protecteur de l'État, pareil. Tous ces piliers qui définissaient la gauche d'après-guerre, ils ont été progressivement abandonnés. Alors, en laissant tomber le terrain économique, la gauche s'est trouvée à un nouveau champ de bataille. Les droits civils, les libertés individuelles, les questions de société.
Pour résumer, la vieille lutte des classes a été peu à peu remplacée par la lutte pour la reconnaissance des identités et des minorités. Et cette citation du livre, elle résume tout. Elle est percutante. Je la lis. Le tournant n'a pas été imposé, il s'est agi d'un choix libéral et pro-capitaliste opéré en pleine conscience, par la gauche. Les mots sont pesés, hein. On ne parle pas d'une erreur de parcours ou d'une décision prise sous la contrainte. Non, on parle bien d'un choix idéologique, fait en pleine conscience et totalement assumé. Ok, maintenant qu'on a vu le comment et le pourquoi, quelles ont été les conséquences de tout ça? D'après Barba et Pivetti, le bilan est, pour le moins, sévère. Le tableau que dressent les auteurs est assez sombre, en effet. En affaiblissant le monde du travail, la gauche aurait directement contribué à la stagnation des salaires. En transformant l'État-providence en une machine à activer les chômeurs, c'est ce qu'on appelle le workfare, elle aurait fragilisé les plus précaires. Et puis, il y a la conséquence politique, la plus terrible et peut-être la plus ironique de toutes, sa propre base électorale, les classes populaires, se sentant abandonnées, trahies même, a fini par aller voir ailleurs. Et c'est sur cette question, une question assez vertigineuse, que les auteurs nous laissent. Aujourd'hui, on voit que la mondialisation est de plus en plus remise en cause. Alors, est-ce qu'une gauche qui reviendrait à ses fondamentaux, c'est-à-dire la défense des classes populaires et ce dans le cadre de la nation, est-ce que cette gauche-là pourrait renaître de ses cendres ou est-ce que cette page de l'histoire est bel et bien tournée pour de bon? C'est une question ouverte.